plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Les titres, c'est tout de suite. Après 3 mois de cours, l'école sénégalaise de nouveau plongée dans une zone de turbulence. Les syndicats de l'enseignement ont mis leurs menaces à exécution. Débrayage ce mercredi, grève totale annoncée pour ce jeudi. Ils dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Violence au sein du mouvement Nawetan. La dépouille d'Amadou Ndiaye, jeune supporter victime d'un mouvement de foule survenu au stade de Galandou Diouf de Rufisque ce week-end, a enfin été remise à sa famille. Cette dernière se dit s'en remettre au bon Dieu, même si elle réclame justice. À Daradjolof, où les scènes de violence n'ont pas épargné le principal stade de la commune, le préfet a tout bonnement suspendu le championnat national. Locafrique au chevet, des malades démunis, pas moins de 100 personnes atteintes de différentes pathologies ont été sauvées. Ces malades dépourvus de moyens ont été opérés par une équipe de chirurgiens étrangers engagés dans cette action humanitaire par l'institution financière. Et puis recadrage dans la fixation des loyers, la caution ne doit plus excéder un montant supérieur à 2 mois de loyer. La mesure prise par l'autorité arrive à son heure, mais sera-t-elle suivie et respectée? Élément de réponse au cours de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. L'école sénégalaise de nouveau prise en otage. Les syndicats d'enseignants ont enclenché leur plan d'action. Débrayage ce mercredi, grève totale annoncée pour ce jeudi. Nos reporters ont fait le déplacement au lycée Blaise Diagne de Dakar pour constater justement l'impact du mouvement d'humeur motivé selon ses instigateurs par le non-respect de leurs revendications syndicales par le gouvernement. Mohamed Lamine Fall. Comme ça, aujourd'hui, on a fait de cours 8h à 9h, puis le professeur a arrêté, puis a dit, puisqu'aujourd'hui il y a débrayage, il va arrêter. Des salles de classe vides, des cours presque désertes, tel est le décor qu'offre le lycée Blaise Diagne de Dakar en cette matinée du 8 décembre. Et pour cause. On n'a pas fait cours 8h, on a fait 10h midi seulement. Les profs ne sont pas venus aujourd'hui. Le système éducatif sénégalais est paralysé. Les enseignants sont en mouvement. Il y a des syndicats d'enseignants qui sont en mouvement. Et ce mouvement-là a démarré aujourd'hui, mercredi 8 décembre, par un débrayage à partir de 9h, suivi d'assemblée générale. Ensuite, demain jeudi, il y a aussi une grève totale dans tous les établissements. Et s'y ajouterait également le boycott de toutes les évaluations. Donc les enseignants ont convenu de ne pas proposer des sujets, de ne pas surveiller et de ne pas corriger également les épreuves, si toutefois elles auront lieu. Ils ne comptent pas baisser les bras et pointent du doigt la responsabilité du gouvernement pour non-respect des accords. Il s'agit des syndicats QSEMS et SAEMS. Le plan d'action porte sur 3 points. L'appurement du protocole d'accord du 30 avril 2018. Pour rappel, le dernier protocole d'accord a été signé en 2018 et jusqu'à présent, des points sont encore là, qui ne sont pas encore satisfaits. Nous sommes au regret de nous battre toujours pour l'appurement de ce protocole d'accord. Une étude a été commanditée pour l'amélioration du système de rémunération des agents de la fonction publique. Jusqu'à présent, nous courons derrière les conclusions qui ne sont pas encore appliquées. Le 3e point concerne le système de... du moins la dématérialisation du traitement des dossiers au niveau de la fonction publique. L'école sénégalaise renoue avec ses vieux démons. Conséquence, c'est le quantum horaire qui est menacé et le niveau des élèves en pâtit. Après la grève des transporteurs qui a fait endurer un véritable calvaire aux populations sénégalaises pendant 48 heures, voilà que les syndicats de l'enseignement emboîtent le pas aux transporteurs. Le SAEMS, le QSEMS et le QSEMS authentique annoncent une grève totale ce jeudi. Ils exigent le respect des accords signés en 2014 et en 2018 avec le gouvernement. Et nous écoutons pour plus de précisions Dambodj. Il est au micro de Chérif Dia.
Aujourd'hui, nous avons déroulé un plan d'action qui, à partir de 9 h, débrayage dans les établissements de l'élémentaire, du moyen et du secondaire. Ensuite, demain jeudi, une grève totale sur l'ensemble du territoire organisée par les 3 syndicats que sont le QSEMS, le SAEMS et le QSEMS authentique pour pouvoir contraindre le gouvernement à respecter les accords que nous avons signés depuis 2014, ensuite en 2018. Nous sommes dans le cadre d'une grève de zèle, c'est-à-dire que nous faisons un débrayage et une grève totale, donc 2 jours sautes dans la semaine. Mais si le gouvernement ne comprend pas le message qu'on leur lance et que le gouvernement continue à tergiverser et à faire dans le dilatoire, nous serons obligés de faire une paralysie totale du système, c'est-à-dire de bloquer tout simplement les enseignements apprentissages. Cette unité d'action, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Face au manque de respect du gouvernement, face au dilatoire, nous ne pouvons que regrouper les forces et aller dans le sens d'un plan d'action unitaire. Au lycée Talibou Dabo, arrêt des cours ce matin pour fustiger l'anarchie constatée aux abords du lycée. Un débrayage initié par le collectif des apprenants pour afficher leur désaccord contre l'encombrement des voies menant à l'école. Un encombrement qui naturellement empêche l'accès aux élèves et notamment aux élèves à mobilité réduite. Nous écoutons Félix Mboup, il est président de l'amicale du personnel. Il nous décrit la situation au micro de Fatou Bintou Conté. Aujourd'hui, nous avons renoncé aux enseignements apprentissages parce que tout simplement, la voie qui mène au lycée Talibou Dabo est anarchiquement occupée par des charretiers, des inconnus, et on voit même des habitats spontanés sur la voie, ce qui empêche un accès facile à l'établissement, mais également ce qui constitue une menace pour les élèves et les enseignants que nous sommes. Parce qu'il y a des chevaux qui menacent parfois de mordre. Il y a également l'odeur nauséabonde qu'exhale donc tout ce que déposent ces chevaux. Vous l'avez même constaté, il y a l'autre difficulté, c'est que cette voie mérite d'être pavée parce que nous accueillons des élèves vivant avec un handicap et ils ont du mal pour se déplacer, pour accéder au lycée. Et la prise en charge de la spécificité donc de ces élèves handicapés doit être pour moi une priorité pour l'État du Sénégal. Retour à présent sur les conséquences de la grève du cadre unitaire des transports routiers du Sénégal. Au-delà du calvaire enduré par les usagers des transports en commun, le mouvement d'humeur a provoqué des pertes de recettes auprès de la direction générale de la gare routière des Beaux-Maraîchers. L'administration de la gare routière dépend en effet des redevances payées justement par les chauffeurs pour assurer l'entretien du cadre d'exploitation. Et durant les 3 jours d'arrêt de travail, aucune redevance n'a été collectée. Une première depuis l'ouverture de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Nos correspondants à Pékin, dans la banlieue dakaroise, ont tenté de faire l'évaluation des pertes subies avec les acteurs de cette gare routière. Nongoka Lai-An pour les détails. La grève de 3 jours des transports routiers a carrément gêné la direction générale de la gare routière des Beaux-Maraîchers. L'arrêt de travail des routiers n'était pas sans conséquence sur les finances de la direction générale, puisque ces caisses sont alimentées en partie par les redevances payées par les chauffeurs des véhicules de transport interurbain. C'est en fonction des redevances que les véhicules payent que la gestion est bonne, mais s'ils ne roulent pas, ils ne payent pas. Donc pendant toute cette journée-là, la gare était inerte, il n'y avait aucune redevance, donc il n'y avait aucune caisse qui fonctionnait. Les redevances-là, leur participation au niveau de la gare, c'est ce qui nous permet de payer la sécurité, l'eau, l'électricité, le nettoiement. C'est en 2014 que la gare routière des Beaux-Maraîchers est mise en exploitation. Depuis lors, elle n'a jamais subi une tension financière qui découle d'une grève des acteurs. Les chiffres. Nous reparlons de ce drame, la mort du jeune Amadou Ndiaye survenu au stade Galandou Diouf de Rufisque. Sa famille, qui a reçu les résultats de l'autopsie, dit attendre que les responsabilités soient situées pour tirer justement ce drame au clair. Elle dit s'en remettre au bon Dieu et espère surtout que justice sera faite. Nous écoutons Pape Dembagnan, il est grand frère de la victime, il est au micro de notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Non, Bandoy, il était sans façon. En quelque sorte, il était très ambitieux. Il savait ce qu'il voulait. Personnellement, c'est moi qui l'ai éduqué. Bon, il a eu une enfance très tendre. Il n'a jamais eu de problème. Il n'en a jamais eu.
franchement, il a été toujours considéré comme un réel membre de la famille. Parce que mon papa, il n'est pas au Sénégal, il est aux États-Unis. Ma maman, elle est là, mais il s'occupe plus de lui que de nous. Parce que nous, en quelque sorte, nous sommes devenus indépendants. Et c'était le plus petit de la famille, quoi, en quelque sorte. C'était le plus petit. C'est oui, il aimait s'habiller, porter de beaux. Il était fashion, quoi. C'était le plus fashion de la famille, en quelque sorte. Bon, il avait des rêves d'avoir un métier. C'est la raison pour laquelle il avait décidé de quitter l'école pour apprendre la couture, en quelque sorte. Bon, la famille, nous avons été entendus au commissariat de Rufisque. On n'a pas porté plainte, on a été entendus. Donc bon, je pense qu'ils sont dessus et qu'ils feront tout pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Là, quand on saura ce qui s'est réellement passé, on indiquera la conduite à tenir. Une mort regrettable, paix à son âme, un drame causé par la violence au sein du mouvement Nawetan. Sachez d'ailleurs que 16 jeunes ont été arrêtés ce mercredi par la gendarmerie de Sandiara suite à une bagarre entre deux ASC de la localité. Ils seront tous déférés, ces jeunes, demain jeudi. Ces supporters de l'ASC Pélican et Renaissance en sont venus aux mains, rendant impossible la tenue du match qui était prévu le week-end dernier. Des scènes de violence qui n'ont pas épargné également le stade de Dara Djolof, le principal stade de la commune, où le préfet Latir Ndiaye vient de sortir un arrêt de suspension du championnat national populaire. Même s'il n'y a aucune perte en vie humaine déplorée, eh bien le match des demi-finales opposant le Magdan à l'ASC d'Andé-Légnol a failli virer au pire. Plusieurs blessés ont été notés, une case brûlée par des tirs de lacrymogènes, le stade entièrement saccagé. Les autorités sportives proposent des solutions pour juguler ce phénomène qui commence, il faut le dire, à prendre des proportions inquiétantes. Mamadou Moustapha Ndiaye. À l'image du stade Galandou Diouf de Rufisque, le stade de Dara est aussi fermé au mouvement Nawetan suite à un arrêté du préfet du département de Linguère. Les scènes de violence sont passées par là. Ce qui s'est passé, c'était une demi-finale entre deux ASC, l'ASC Magdan et l'ASC d'Andé-Légnol. Donc, à la fin du match, les supporters de l'ASC d'Andé-Légnol ont voulu peut-être s'en prendre à l'arbitre, ce que les forces de l'ordre effectivement ont refusé. Il s'en est suivi une altercation entre les forces de l'ordre et les supporters. Les supporters du Dandé-Légnol effectivement ont brûlé des pneus sur la route. Et c'est sur cette situation-là qu'il y a eu des blessés, des supporters et peut-être un joueur de l'ASC Dandé-Légnol a été blessé. Et peut-être il y a eu aussi une des grenades lacrymogènes qui a endommagé la case des voisins. Pour Major Oumar Sissé, le Nawetan doit être organisé sous une autre forme car celui-ci a perdu son lustre d'antan. Du fait de la violence gratuite allant jusqu'à mort d'homme doit être abandonnée. Elles peuvent être remplacées par les compétitions scolaires et universitaires. Maintenant, pour venir à bout de ces scènes de violence inexplicables, il faut une sensibilisation des jeunes sur la vocation du Nawetan. Il faut une instruction physique dans les écoles, civique dans les écoles, pour que les jeunes aient au moins une notion du bien public. Il faut aussi le rapprochement avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi la formation plus pointue des jeunes agents des forces de défense et de sécurité dans la gestion des manifestations. Selon le président de l'ODCAV de Linguère, le championnat national populaire doit accorder davantage une grande importance au volet culturel qui était un moyen de sensibilisation contre les violences. Le football est en train de prendre le dessus sur nos activités culturelles et les activités socio-éducatives. Et je crois que pour prendre le taureau par les cornes, nous tous nous devons nous impliquer pour au moins impliquer davantage les ASC dans le volet culturel, surtout à travers le théâtre. À Dara, un arbitre a été agressé par des supporters au grand dam des férus du ballon rond. Je
vous l'annoncez en titre, la question du loyer au devant de l'actualité. Vous le savez, depuis ce 7 décembre, le ministre du Commerce a rappelé bailleurs et courtiers à l'ordre, leur précisant que le montant de la caution ne devrait plus excéder la somme correspondant à 2 mois de loyer. Cet avertissement fait, reste à s'assurer maintenant du bon suivi de cette réglementation. Pour le président de l'Association pour la défense des locataires, eh bien, la mise en place d'un système de traçabilité pourrait mettre fin à cette anarchie constatée dans la fixation des loyers. Mais comment? Voyons tout cela dans ce reportage. Il est signé Marcel Farba-Maroun. 3, 4, voire 7 mois. Les avances et cautions relatives au loyer au Sénégal réclamées par les bailleurs ou encore les agences immobilières demeurent l'un des problèmes les plus présents du côté des futurs locataires, parfois obligés de remuer ciel et terre pour se procurer le précieux sésame. Pourtant, un décret datant de plusieurs décennies se veut clair. La caution plus les mois de loyer ne doivent pas dépasser 2 mois. Cela veut dire que donc, ce qui est autorisé, c'est 1 mois de caution et 1 mois de loyer, puisque le loyer est payable d'avance. Ces dispositions, donc c'est l'alinéa 3 donc, du décret 77-527, et donc qui doit être respecté par tous les acteurs, que ce soit les bailleurs, que ce soit les agences immobilières et les courtiers. Le respect des dispositions, c'est justement là où le bas blesse. Comment faire alors pour se conformer aux normes? Nous, on a proposé depuis très longtemps à l'État sénégalais des organismes pouvant faire exister une traçabilité des contrats de location. Parce que tant qu'on laisse le bailleur et le locataire contracter librement, il y a des risques d'abus. Et l'abus, vous devinez aisément de quel côté ça peut venir. Alors, pour éviter ces abus-là, parce que c'est la recherche du profit, effrénée sur le dos du plus faible, alors il faut mettre en place des mécanismes qui puissent tordre le bras aussi bien aux bailleurs qu'aux locataires, qu'on vienne, avant d'établir un contrat, qu'on vienne enregistrer ces contrats-là. Ça a existé dans les services fiscaux. Tout est parti de la déclaration du ministre du Commerce, Madame Aminata Assom Diatta, ce mardi, précisant que le montant à verser ne peut dépasser une somme correspondant à 2 mois de loyer. Elle a rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions réglementaires, les auteurs seront traduits devant le tribunal de grande instance. Avant de conclure, les services compétents de l'État veilleront particulièrement à l'application de la réglementation sur le loyer. 44 millions de francs CFA, c'est la somme que les tailleurs, l'association des tailleurs de Thiès réclame au maire Talla Sylla dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces artisans ont été sollicités par l'édile de la ville pour la confection de masques. Plus de 250 000 masques ont ainsi été livrés au terme de cette opération de lutte, mais les concernés disent toujours courir après leur dû. Ils ont tenu un sit-in pour se faire entendre et en attendant de vous proposer les images de ce sit-in, tout de suite, la réplique de la mairie. Selon le porte-parole du maire, Deno Bassal, eh bien, tout est bien qui finit bien puisque les mandatements sont disponibles et que les tailleurs vont pouvoir entrer dans leurs fonds dans les prochains jours. Nous écoutons Deno Bassal, le porte-parole du maire. Il est au micro de Charanta Diop et Saïda Dir. Talla Sylla ne leur doit pas 44 millions. C'est la ville de Thiès qui a contracté avec les tailleurs à hauteur de 100 millions pour 250 000 masques. C'était au moment de la pandémie de la Covid-19. Les tailleurs de Thiès avaient des difficultés, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins de leur famille. Le maire, qui pouvait avoir gratuitement 500 000 masques, a préféré, pour leur donner des revenus, parce que les clients ne venaient plus chez eux pour la Tabaski et pour la Korité, le maire a préféré contracter avec eux afin qu'ils puissent bénéficier de 100 millions de francs. La ville de Thiès n'avait presque plus de recettes, ne faisait presque plus de recouvrement. Malgré tout ça, le maire a fait des entrejans pour aller partout, faire ne serait-ce qu'une partie de ces recouvrements, en collaboration avec le receveur percepteur pour pouvoir trouver 58 millions aux tailleurs de Thiès. Tous les engagements, tous les mandatements ont été déjà faits. C'est au niveau de la perception. Le receveur percepteur municipal a même reçu les tailleurs pour leur demander de se calmer et d'attendre un peu. Mais à la mairie,
Il y a des salaires qui doivent être payés, il y a d'autres fournisseurs qui doivent être payés. Mais aujourd'hui, la priorité du maire, c'est de payer les tailleurs. Mais qu'il n'écoute pas ces politiciens qui ne sont là que pendant la campagne électorale pour essayer de les amadouer. De la région du Cayor, nous passons à celle du Bawal à Mbaké. La convention des éleveurs du département a déchiré l'arrêté du gouverneur de Diourbel interdisant le port d'armes chez les jeunes de moins de 18 ans. Ces éleveurs dénoncent une décision unilatérale prise par l'autorité sans leur consentement, mais aussi et surtout sans mesurer l'impact que cela pourrait avoir sur la communauté des éleveurs sans cesse victimes d'agressions. Pape Balagaïa. L'arrêté du gouverneur de Diourbel, une pilule difficile à avaler pour les éleveurs du département de Mbaké. Très remontés, ils invitent le gouverneur à revoir sa copie et refusent que les jeunes bergers soient désarmés de la sorte ou d'être à la merci des agresseurs. Aliou Sow, membre de la convention des éleveurs du département de Mbaké, porte leur parole. Tu dis à un éleveur, un père de famille, qui a que son enfant pour aller avec le troupeau, tu lui dis que non, l'enfant doit aller avec le troupeau sans le coupe, sans rien. Alors qu'il y a des bandes d'agresseurs qui sont là, qui sont en train de couper les gens pour interdire les gens et voler leur bétail. Maintenant, pourquoi? Si tu dis par exemple à un éleveur de ne pas avoir son coupe qui est son seule arme de bataille. Parce que nous aussi, il faut savoir que cette bétail, c'est ça nos bureaux, c'est là où on travaille, c'est notre gagne-pain. On ne peut pas avoir autre chose que notre bétail. Maintenant, on fera tous les moyens possibles pour préserver cette bétail. Et ça, notre arme pour le protéger, c'est nos coupes-coupes. C'est notre faible moyen, mais malheureusement, c'est ça qu'on a. Et c'est avec ça qu'on va protéger nos troupeaux. Mais le gouverneur a pris une décision sans consulter les éleveurs. Retranchés aux forêts de Mbaké, ils estiment que le combat est ailleurs, c'est de mettre un terme au vol de bétail. La semaine dernière, aux journées de l'élevage, le président de la République a ordonné à tous les gouverneurs et plus particulièrement le chef de brigade, de veiller au vol de bétail. C'est ça qu'il devait mettre l'accent, sur le vol de bétail qui est en train de nous fatiguer. Les agresseurs. Maintenant, ce n'est plus des voleurs, c'est des agresseurs. Il vient, il te trouve, il prend ton bétail, il te tue. Et alors que maintenant, toi, tu n'as pas de moyen de défense. Notre seul moyen de défense reste nos coupe-coupe. Le conflit latent entre éleveurs et agriculteurs dans la région de Diourbel. Les éleveurs invitent les acteurs au dialogue, une manière d'éviter toute effusion de sang ou mort d'homme. 4 militaires marins bissau-guinéens kidnappés par des pêcheurs sénégalais. Ils reprochent à la marine bissau-guinéenne d'avoir mis la main sur leur pirogue et d'avoir arrêté 2 des leurs. Ces pêcheurs, 12 au total, ont été arrêtés à leur tour par la gendarmerie de Joal après avoir justement débarqué ce matin sur les plages du littoral de Joal. Près de 100 malades atteints de différentes pathologies opérés à l'hôpital principal. Une action humanitaire entreprise par Locafrique qui vole ainsi au chevet des plus démunis. L'équipe du chirurgien plasticien Dr Michael Obeng est à Dakar pour les besoins de cette œuvre de bienfaisance. Elle a permis à notre spécialiste santé maison, Fatou Kinedem, d'entrer en bloc opératoire. Fatou Kinedem qui nous livre ce matin les moindres détails d'une opération qui consiste en l'ablation d'un kyste à la gorge chez un patient d'une 50aine d'années. Reportage. C'est une ablation de kyste du tractus thyréoglosse qu'on fait dans cette salle d'opération. Nous allons découvrir ensemble cette chirurgie avec le professeur Elhadj Malik Diop, médecin ORL. Et vous allez comprendre, ce n'est pas du tout une chirurgie banale. Tout de suite, allons voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est une chirurgie technique, professeur? Oui et non. Si on suit un certain nombre de règles, si on respecte les principales étapes chirurgicales, ici on connaît l'anatomie d'une région qui est au demeurant une région assez complexe. Nous avons donc fait une première incision. Maintenant, nous faisons ce qu'on appelle un décollement du lambeau supérieur et aborder la masse. Vous opérez quoi? Une goitre? C'est un kyste. Il s'appelle un kyste du tractus thyréoglosse. C'est une malformation de la partie médiane du cou. On dirait que c'est volumineux. Il a traîné avec?
Manifestement, c'est la raison pour laquelle le kyste a ce volume. Mais les principes sont les mêmes sur le plan chirurgical. Incision, décollement, exposition du kyste. Autre chose, le rôle de l'anesthésiste qui est très important dans la gestion des fonctions vitales du malade, n'est-ce pas, docteur? C'est l'anesthésie qui fait en sorte que le malade ne puisse pas sentir la douleur pour certains types d'interventions. Pour d'autres types d'interventions, non seulement il ne sentira pas la douleur, mais aussi il ne pourra pas se rappeler du déroulement de l'intervention chirurgicale. C'est le cas, par exemple, de ce malade. On l'a endormi, ce qu'on appelle une anesthésie générale. Et là, Inch'Allah, il ne pourra pas se rappeler de quoi que ce soit durant l'intervention chirurgicale. Avec un contrôle permanent des machines. Et c'est cette machine-là qui gère la respiration du malade. Donc, on surveille ces deux machines et à chaque fois qu'il y a un problème, ce sont ces deux machines qui nous alertent et on va apporter les correctifs nécessaires. C'est un homme d'une 50aine d'années qui est opéré d'un kyste. Professeur Elhadj Malik Diop, médecin ORL à la retraite, a bien voulu répondre à la mission humanitaire. Et rappelons que c'est un partenariat entre Locafrique et l'hôpital principal qui a facilité ces interventions chirurgicales, des opérations qui devraient coûter 150 millions et l'institution financière a contribué à hauteur de la moitié, soit 75 millions. Écoutons à ce propos le professeur Mame Thierno Dieng, directeur de l'hôpital principal de Dakar, toujours au micro de Fatou Kinedem. Cette mission a pu avoir lieu parce que ces deux écueils ont été réglés. Ce sont des médecins américains qui ont la pratique et qui aussi se soucient de faire bénéficier à l'humanité leurs compétences, qui sont venus se mettre avec l'équipe de l'hôpital principal, dont il faut louer l'expertise pour faire ce travail. Mais quelle que puisse être l'expertise et la qualité, si on ne les met pas dans l'environnement qu'il faut, ils ne le feront pas. Au lieu de les facturer par malade, faisant que les 100 malades vont leur coûter à 150 millions, on a fait une facturation forfaitaire de 75 millions qu'ils ont déjà payé. Et ça, c'est pour alléger le coût, pour les encourager à continuer de telles actions. Le sport à présent avec l'équipe nationale de beach soccer qui a été élue pour le titre de meilleur sportif de l'année par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Un prix mérité selon le manager général de la sélection nationale qui estime qu'il est aussi une source de motivation. Il s'est exprimé au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Ça, c'est une fierté, un motif de satisfaction. Donc une opportunité aussi pour vraiment féliciter les joueurs qui sont souvent sur le terrain, l'encadrement technique, l'encadrement médical. Comme je l'ai dit tantôt, on a donné à César ce qui appartient à César. Donc le fait d'être nominé, chacun dira que c'est tout à fait normal à cause de quand même les résultats que l'équipe nationale du Sénégal a fait durant cette campagne 2021. Et si on n'avait pas autour de l'équipe quand même des dirigeants dévoués qui croyaient à cette discipline, je crois qu'on n'arriverait pas à ce jour où quand même l'équipe nationale du Sénégal fait partie des nominés. J'espère bien que les gosses encore vont redoubler encore davantage d'efforts pour se maintenir au sommet de la pyramide et éventuellement, pourquoi pas, l'objectif primordial, c'est gagner encore la Coupe d'Afrique en 2022, aller à la Coupe du Monde en 2023, et l'objectif, je l'ai dit tantôt, rien d'autre que la Coupe du Monde. Le round-up de l'actualité sportive à présent, du foot, encore du foot avec Edouard Mendy, meilleur footballeur sénégalais de l'année 2021. Jean-Louis Barthélémy Diouf qui garde son titre de meilleur footballeur local et l'équipe nationale de beach soccer que vous venez de voir, sacrée pour le titre de meilleur sportif sénégalais. L'ANPS a donc rendu le verdict des urnes de ces trophées annuels. Le récit, il est toujours signé Cheikh Sadibou Diarra. Les lauréats 2021 de l'Association nationale de la presse sportive, connue pour le prix de meilleur sportif, l'équipe nationale de beach soccer, sacrée championne d'Afrique cette année, pour la 6e fois, est l'heureuse élue. La récompense pour une sélection très performante tout au long
de 2021 avec une place de demi-finaliste au Mondial, en Russie et au tournoi international de Dubaï. Auteur aussi d'une année exceptionnelle, Edouard Mendy, le gardien de but international de Chelsea, est primé pour le titre de meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe, Mendy qui devant Sadio Mané et Ismaïla Sarr est le deuxième portier à avoir ce prix après Tony Silva. Jean-Louis Barthélemy Diouf, le milieu offensif de Génération Foot, se succède à lui-même dans la catégorie du meilleur footballeur local. Son titre de meilleur buteur de la Ligue 1 a joué en sa faveur. Le prix du meilleur lutteur sans frappe est décerné à Doudou Sané, membre de l'équipe nationale, vainqueur du tournoi de la CEDEAO. Celui pour la lutte avec frappe n'est pas décerné cette année. La saison tronquée à cause de l'épidémie de Covid-19 est à l'origine. La cérémonie de remise des prix est prévue au mois de mars 2020. Ce sera lors du gala du cinquantenaire de l'Association nationale de la presse sportive. Ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, vous retrouvez Abdoulaye Der pour la suite du Soir d'Info. Il retrouve pour cette deuxième partie du Soir d'Info le professeur Ibrahima Seck. Et c'est pour parler du 4e Forum Galien, la 4e édition du Forum Galien en Afrique. Forum qui s'est d'ailleurs ouvert depuis hier. Bonsoir Abdoulaye, c'est à vous. Bonsoir Sarah. Je vous recommande, si c'est pour le retrouver dans les SICAP, ces documents